Bonjour, donc Marjorie Frutsard, moi je travaille à l'UDIMEC, je fais du conseil en ressources humaines auprès de TPE-PME de l'industrie. Bonjour, je suis Rachel Delhomme, donc chargée d'affaires à la formation continue. Et mon rôle est d'aller voir les entreprises et de mettre en place avec eux des formations pour leurs salariés. Donc aujourd'hui, on va vous parler de GPEC, un mot un peu barbare qui signifie gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. L'idée de la GPEC, c'est pour l'entreprise de préparer son avenir, d'adapter ses évolutions aux besoins futurs de compétences pour accompagner les changements. Tout à l'heure, Émilie et Pascal expliquaient les évolutions des compétences liées notamment à des facteurs externes à l'entreprise, les technologies, les organisations, les marchés, la mondialisation. Mais cette gestion ces évolutions, pour les entreprises, elles peuvent aussi venir de l'interne. Besoin effectivement de faire monter en compétences des salariés par rapport à des nouvelles technologies, besoin d'accompagner les aspirations professionnelles pour fidéliser les collaborateurs. Alors, la GPEC, c'est une démarche qui fonctionne en 4 grands points majeurs. La première étape d'une démarche de GPEC, c'est d'anticiper les évolutions. Alors comment on fait pour anticiper les évolutions? Eh bien, on va regarder à 3 ans, à 5 ans, à 8 ans, où va être l'entreprise compte tenu de sa stratégie, de sa vision, de ses technologies à venir. On va, dans un deuxième temps, identifier et recenser ce qu'on a aujourd'hui dans l'entreprise en termes de compétences. Donc, on identifie, on recense au travers d'outils RH, notamment que peuvent être les entretiens professionnels, les entretiens annuels, au travers également tout ce qui va permettre d'identifier la polyvalence sur les postes de travail. Et de ces 2 premières étapes, on fait une analyse des écarts. On regarde ce que l'on a, ce vers quoi on veut tendre, et on essaie d'identifier les actions, les moyens à mettre pour pouvoir emmener ses salariés, emmener les qualifications et les compétences là où on veut les avoir demain. Donc ces moyens, ces plans d'action, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup dans l'entreprise. On a parlé tout à l'heure de recrutement, on a parlé d'intégration, on a parlé de formation. Aujourd'hui, on a décidé, parce qu'on a peu de temps, de vous présenter 2 actions, 2 moyens pertinents qui permettent de gérer les compétences, de les anticiper. Et c'est ce qu'on va vous présenter tout de suite. Alors, l'un des premiers outils pour pouvoir gérer ces carrières, c'est la formation, qui est donc un outil de GPEC, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et qui permet de faire évoluer le salarié. Et on verra que c'est vraiment une relation gagnant-gagnant entre le salarié et l'entreprise. En tant qu'entreprise, vous êtes amené à mettre en place des stratégies de compétitivité, d'innovation pour être toujours performant. Et la formation professionnelle vous permet justement de garder cette compétitivité et cette performance. C'est donc un vrai outil qu'il faut donc intégrer dans votre politique, dans votre stratégie. Ça va vous permettre d'évoluer et de pouvoir vous transformer et donc bien sûr de rester agile. Donc ça, c'est l'aspect entreprise, mais pour le salarié. Après tout, si un manager va vers le salarié en lui disant voilà, je vais te former, il va se sentir tout de suite valorisé, il va se sentir compris et il va encore mieux s'impliquer sur son poste de travail. Ça va lui permettre de monter en compétences et d'être plus performant. C'est donc une vraie reconnaissance professionnelle pour lui. Il faut savoir aussi que la formation est de plus en plus utilisée pour les parcours d'intégration. Vous souhaitez recruter un salarié, on a vu que c'est assez compliqué, assez difficile. Eh bien, pourquoi pas intégrer sur les 6-12 mois tout un parcours de formation et de telle façon à pouvoir le faire évoluer et aller vers le métier voulu dans l'entreprise. Donc la formation est donc un outil de recrutement aussi. Et donc ça permet donc d'accompagner toute la mobilité du salarié. Bon,
Avant de mettre en place ces formations, on va se poser quelques questions. On va déjà définir un état des compétences que l'on a et de ce qui nous manque. On va donc l'analyser, on va le budgétiser et puis on va donc le mettre en place à travers un plan de formation qui permet donc d'identifier les besoins et puis de le mettre en place sur un temps défini. Là, donc, c'est de mettre en place le plan de formation. Alors, là, on a mis quelques exemples de formations. On a à la fois des formations que l'on dit courtes, des formations de stage qui durent 2 à 3 jours. Là, ça va permettre à votre salarié de monter en compétence sur des domaines très particuliers et d'acquérir une expertise technique sur 2 à 3 jours. Donc on a soit ce qu'on appelle des formations inter, donc là vous avez différents catalogues où vous pouvez choisir vos formations, ou des intras. Les intras, c'est du sur-mesure, c'est-à-dire que vous avez un besoin défini et nous, donc la formation Grenade BNP, on va vous mettre en place une formation adéquate. Ensuite, il y a aussi des formations qui durent un petit peu plus longtemps, qui sont des formations certifiantes et diplômantes. Les certificats de compétences qui sont en train de se développer, puisque on parle en bloc de compétences. Maintenant, l'évolution d'un salarié va plus porter sur le fait d'acquérir des blocs de compétences et moins sur cette notion d'acquérir un diplôme. Donc ces blocs de compétences, ce sont des certificats de compétences. Nous, on en a plusieurs qui sont aussi bien là, dans les domaines de l'IoT, système embarqué, la logistique, etc. Après, l'évolution peut être aussi un petit peu plus longue. Pourquoi pas faire en sorte qu'un technicien devienne ingénieur? Et c'est tout à fait possible. Là, on est sur du 3 ans avec des alternances qui sont complètement adaptées à la fois à la vie professionnelle et à une vie personnelle. Donc voilà quelques exemples de possibilités de mettre en place des formations en interne. Alors quelques témoignages d'entreprises. On en a choisi 2. Le premier, en fait, c'est de montrer que la formation peut être complètement intégrée dans une notion de passage cadre. Dans certaines entreprises, ils mettent en place donc des process de telle façon à ce que leurs salariés évoluent en tant qu'ingénieurs. Donc là, c'est le premier exemple avec ERDF, où la formation, on la met en place avec vous, donc avec vous, entreprise. Ça, c'est le deuxième exemple avec Soitec, où on a mis en place différents types de formations en partenariat avec l'entreprise. Donc pour nous, être en lien avec l'industrie, c'est très important pour pouvoir mettre en place des formations adaptées. Donc voilà pour les 2 exemples. Donc maintenant, c'était le premier outil de la GPEC, qui était la formation professionnelle, et le deuxième outil que Marjorie va vous présenter, qui est donc la transmission du savoir. Alors, la transmission du savoir, effectivement, ou plus exactement, le transfert des savoirs d'expérience. On a parlé tout à l'heure de l'évolution des compétences de demain, des compétences du futur, mais il existe aussi aujourd'hui, dans les entreprises, des savoir-faire, des savoirs qui ne s'acquièrent nulle part ailleurs qu'au sein de l'entreprise et que seulement certains salariés détiennent de par le fait de leur expérience. Et le transfert des savoirs d'expérience, la mise en œuvre d'une démarche comme celle-là, peut permettre à l'entreprise de sauvegarder des savoirs critiques, des compétences critiques clés qui peuvent être impactantes en termes de compétitivité pour l'entreprise. C'est de ça dont je vais vous parler. Alors, avant de mettre en place une démarche de TSE, transfert des savoirs d'expérience, il faut s'interroger sur les enjeux d'une démarche de ce type-là dans l'entreprise. Pourquoi on l'envisage, cette transmission ? Est-ce que c'est une problématique de polyvalence? Est-ce qu'il y a des prévisions de départ à la retraite de salariés très expérimentés qui risquent de partir avec des compétences que je ne pourrais retrouver nulle part ailleurs puisqu'il n'y a qu'eux qui les détiennent? Existe-t-il des compétences maison spécifiques propres à mon entreprise que je ne peux pas non plus aller trouver à l'extérieur par des formations initiales ou continues et qui sont liées à la vie de l'entreprise, à ces outils, à ces méthodes de travail. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, s'interroger sur l'organisation et la mise en œuvre d'un plan d'action général pour la transmission des savoirs et savoir-faire.
Une transmission, ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a des étapes. Et en l'occurrence, dans le travail que l'on fait, nous, en accompagnement des entreprises, on propose une méthodologie autour de 4 grandes étapes. La première, la préparation de la transmission. L'idée dans cette étape-là, c'est de s'interroger sur quels sont mes objectifs, moi, en tant que dirigeant, manager ou RH, au travers de la démarche, quels objectifs je vise, quelles sont les compétences qui sont vraiment critiques, celles que j'ai besoin de conserver dans l'entreprise au travers d'une démarche comme celle-là. Mesurer effectivement le degré d'importance de ces compétences pour prioriser la démarche, les compétences à transférer. Se poser la question du plan d'action, comment je vais m'y prendre, avec qui, et également préparer la communication, puisqu'on va mobiliser au travers d'une démarche de TSE les acteurs de l'entreprise. L'étape 2, c'est détecter et formaliser les savoirs et les savoir-faire à transmettre. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va identifier la personne qui détient ces compétences critiques, ces compétences clés. On va également identifier la personne qui va les recevoir, celle qui, à terme, va pouvoir récupérer ces compétences pour les mettre en œuvre dans l'entreprise. Une fois qu'on a identifié ces 2 acteurs, on analyse le métier, on analyse les compétences. Alors, on utilise quoi? On utilise l'existant dans l'entreprise. Des fiches de poste, des fiches emploi, éventuellement les systèmes d'évaluation de compétences, les tableaux de polyvalence, et on formalise les compétences au travers d'un document. Charge à l'entreprise de définir son modèle d'outils. En tout cas, on formalise les compétences pour pouvoir ensuite mettre en œuvre les actions, les moyens pour les transmettre. Donc là, on passe à l'étape 3. On transmet et on pilote la transmission. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'on va mettre en place des techniques de transmission qui peuvent être diverses et variées. Ça peut être du tutorat au poste de travail, ça peut être du binôme, ça peut être des entretiens, ça peut être des explications à partir de modes opératoires, ça peut être également des photos, des vidéos qui permettront à un moment donné de faire des supports pédagogiques. Ça nous est arrivé dans l'équipe avec laquelle je travaille de faire des accompagnements de TSE. Avec nos petites caméras, on filme l'opérateur usinage sur son poste de travail et on le fait parler. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Et à partir de quoi tu travailles? Et avec quel outil tu travailles? Et là, tiens, hop, il y a un problème sur ta machine, comment tu le répares? Tu utilises quoi? Ah bah rien, c'est dans ma tête, c'est dans mon petit carnet dans ma poche. Voilà, ce sont des outils qui permettent d'aller chercher des compétences que la personne a dans sa poche, dans sa tête, et que personne d'autre ne peut trouver au sein de l'entreprise si on ne fait pas ce travail-là. Donc l'idée, c'est vraiment, pendant toute une période, à déterminer, en fonction du nombre de compétences à transférer, en fonction du temps aussi dont l'entreprise dispose, de formaliser une démarche qui permette, au bout du bout, à ce qu'on appelle le sachant, donc la personne qui reçoit, d'acquérir ses compétences particulières. La dernière étape, bien entendu, c'est une étape d'évaluation. En général, les démarches de transmission, en tout cas dans nos expériences à nous, d'entreprises qu'on accompagne, elles ont surtout beaucoup comme objectif de remplacer à terme des salariés qui partent en retraite. L'évaluation est importante avant que cette personne quitte l'entreprise pour s'assurer effectivement qu'on a bien détecté toutes ces compétences critiques et clés, qu'on les a bien identifiées, qu'on les a bien répertoriées, soit dans de la transmission directe avec le sachant, soit dans des outils supports dont on a parlé juste avant, mode opératoire, etc. L'évaluation et la capitalisation, on l'a fait notamment au travers de questionnaires ou d'entretiens d'évaluation avec les acteurs. Alors, je vous ai mis deux petits témoignages ici. L'un d'un dirigeant de petites TPE-PME et l'autre d'une responsable emploi-formation chez Minitube. Minitube, c'est une entreprise du bassin grenoblois, une entreprise qu'on a accompagnée concrètement sur une démarche de TSE. Minitube, c'est une entreprise de 250 personnes qui fabrique des petits tubes métalliques
par de haute précision, hein, des composants et des assemblages tubulaires qu'on peut retrouver notamment dans les aiguilles, par exemple les aiguilles médicales. Donc Minitube a des postes de travail où, on parlait des soft skills tout à l'heure, où effectivement les recrutements se font plutôt sur des capacités et des aptitudes, de la dextérité par exemple manuelle, capacité curiosité, capacité à apprendre, etc. Et forme beaucoup en interne pour pouvoir faire évoluer les compétences. Et chez Minitube, on a mis en place une démarche de transmission des savoir-faire, et initialement sur un emploi de maintenance, parce que la maintenance des équipements était très spécifique chez Minitube. Il n'y avait pas beaucoup de personnel sur ces équipements, et notamment un technicien qui était là depuis longtemps dans l'entreprise et qui avait effectivement une expertise assez importante sur cette question-là. Donc on a accompagné cette entreprise. Donc là on voit hein, le témoignage de Véronique Coudet, ce qui leur a permis effectivement de prendre conscience de l'importance de ce type de démarche, de se rendre compte qu'effectivement il existait dans l'entreprise des compétences que personne d'autre ne détient, qu'une ou deux personnes sur les postes de travail. Et au bout du bout, cette entreprise a décidé de généraliser la démarche à d'autres emplois, d'autres postes de travail, à partir de la méthodologie qu'on avait déployée. Donc derrière, elle a été autonome, elle l'a fait par elle-même. Et aujourd'hui, il y a des modes opératoires, il y a des supports de formation, il y a des modules de formation interactifs qui ont été créés dans l'entreprise et qui sont déployés par des formateurs internes au sein de l'entreprise. Je terminerai par une petite slide où effectivement on pose là les bénéfices et les apports d'une démarche de transmission au regard de trois acteurs majeurs, le dirigeant, le manager, le sachant et l'apprenant. Une démarche de transmission de compétences, ça permet avant tout, en termes de bénéfices, de maintenir les savoirs clés de l'entreprise. Mais ça permet aussi d'accompagner ou de provoquer des changements dans l'entreprise. Ça favorise la polyvalence. Ça permet la valorisation des seniors, notamment quand on est dans une démarche en vue d'un départ en retraite. Ça permet aussi de créer, de formaliser des choses qui n'existaient peut-être pas avant. Voilà. Pour le sachant, donc pour la personne qui transmet, ça valorise son expertise. Ça lui permet aussi d'acquérir de nouvelles compétences parce que ça l'oblige à mettre en place, à développer ses capacités de communication, de pédagogie. C'est pas le tout de savoir, il faut aussi faire savoir. Hein, faire savoir et expliquer, et c'est pas forcément inné. Et ça facilite aussi, on parlait tout à l'heure d'intergénérationnel, ça peut faciliter aussi les relations entre générations. Pour l'apprenant, lui, ça lui permet d'accélérer son apprentissage, ça lui permet d'acquérir de nouvelles compétences, dont des compétences qui n'existent que dans cette entreprise, compétences qu'il n'aurait pas pu acquérir à l'extérieur. Donc ça peut participer aussi à ce qu'on disait, marque employeur, donner du sens au travail, fidélisation. Ça permet la reconnaissance de son potentiel, facilite son intégration et peut renforcer également son implication et sa motivation parce qu'à son tour, il devient détenteur de compétences rares qu'il va pouvoir mettre en avant et valoriser au sein de l'entreprise. Voilà, donc deux petits outils qu'on voulait vous présenter. On vous remercie de votre participation.